Merci Brigitte, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous raconter la petite histoire d'un ministère en Belgique pour planter le décor. C'est un ministère de la c'est celui de la sécurité sociale. Il faut juste imaginer qu'en 2005, le comité de direction de l'époque a pris connaissance de chiffres qui étaient légèrement alarmants sur un peu plus de 100 000 citoyens belges qui ont postulé en 2005 pour devenir fonctionnaires. Il y en a très exactement 0 qui ont postulé à la Sécu. Donc ils en ont finalement décrété ou conclu que ce n'était pas spécialement leur pouvoir d'attraction qui allait faire en sorte qu'on allait pouvoir maintenir la sécurité sociale à flot, sachant qu'on avait quand même le taux record du nombre de départs volontaires d'un fonctionnaire d'un ministère. Les gens partaient de chez nous, ils ne voulaient pas arriver, et on savait qu'entre 2005 et 2015, à peu près 40% de la population allait partir à la retraite. Et la Sécu, c'est le sujet favori entre les Wallons et les Flamands pour se taper dessus. Donc il est hors de question de fermer la boutique en disant plus personne ne veut venir travailler, donc plus de Sécu. Donc voilà, non, sinon on casse le jouet et ça ne va pas. Donc obligé finalement de continuer cette organisation de la sécurité sociale pour l'ensemble des citoyens belges. Et la décision qui a été prise a été de dire qu'est-ce qu'on a comme avantage compétitif sur le marché de l'emploi? En gros, aucun. On paye moins que le marché du secteur privé. Et on a exactement les mêmes autres avantages que les autres 14 ministères qui existent en Belgique. Donc la solution a été de dire, puisqu'on n'a strictement rien comme avantage, eh bien nous allons le créer. Et on va le créer à partir d'une transformation culturelle et organisationnelle. L'ambition était de devenir un des employeurs les plus sexy de Belgique en quelques années. Et on ne rigole pas, c'est très sérieux. Un des employeurs les plus sexy de Belgique, et en partant d'un constat, en fait, que si le fonctionnaire, son métier en général, c'est de contrôler, puisque en fait, le but est de rendre un service qui est juste et équitable. C'est ça la notion de fonctionnariat, quelque part. Pour s'assurer que c'est juste et équitable, il faut contrôler. Pour s'assurer que le contrôle est juste et équitable, il faut contrôler le contrôle. Et donc, vous vous retrouvez avec des chaînes de contrôle. Et donc, on s'est dit que puisqu'on avait une culture de contrôle, on allait partir à l'antithèse, on allait partir avec une culture de confiance a priori. Donc, on allait faire confiance par défaut. Ça remue pas mal les tripes, hein. Et on allait pouvoir faire confiance à ces personnes qui travaillaient chez nous. Pourquoi ? Parce qu'a priori, le travail des enfants est interdit en Belgique, donc on travaille avec des adultes. Et ces adultes, si vous voulez devenir fonctionnaire, lorsque vous avez réussi les examens, vous devez aller à votre commissariat de quartier, chercher un document qui s'appelle un certificat de bonne vie et mœurs, qui atteste du fait qu'en fait, vous êtes un adulte responsable parce que vous n'avez plus de peine de prison à prester, ou en tout cas à faire. Donc on a des adultes responsables chez nous qui gèrent parfaitement leur vie quand ils ne sont pas au ministère. Mais quand ils sont au ministère, on leur dit à quelle heure arriver, on leur dit où s'asseoir, on leur dit à quelle heure repartir, on leur dit comment travailler, et on les lobotomise quelque part. Et la sécurité sociale étant déjà en déficit, s'il fallait en plus lobotomiser tous ceux qui en plus arrivent pour travailler là, ça coûterait vraiment trop cher. Donc confiance par défaut, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on allait vous donner un maximum de liberté. De la liberté pour décider où, quand et comment vous alliez vivre et travailler avec vos collègues. Si je vous donne de la liberté, ça peut très très vite donner un champ de foire juste épouvantable. Donc en échange de cette liberté, on va respecter 2 choses. On va faire en sorte que vous compreniez quelle est la latitude de liberté que vous avez, parce qu'elle va s'arrêter là où commence celle de vos collègues. Donc on va remettre en fait une dimension collective extrêmement forte dans l'organisation. Ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. Et en étant adulte responsable, eh bien, je vais assumer la responsabilité de mes choix. En assumant la responsabilité de mes choix, je m'assure que mes engagements sont respectés, donc je m'assure finalement d'atteindre les niveaux de performance auxquels je me suis engagée. Parce que si je ne suis pas performant, même si je suis fonctionnaire, si à un moment donné on n'arrive à pas produire quelque chose de correct, les salaires ne tomberont plus. On va être dans la société commerciale ou le secteur privé, ça se voit très très vite. Mais même pour les fonctionnaires, à un moment donné, on risque d'avoir des allocations financières qui n'arriveraient plus parce qu'on ne rend pas un bon service aux citoyens. Ceci étant, il y a très très peu de personnes qui se lèvent le matin en disant « mais je vais être super performant aujourd'hui ». C'est rare, d'accord ? En fait, on se lève le matin pour essayer de passer la meilleure des journées possibles. Et donc essayer quelque part d'être heureux. Et cette notion de bonheur est une notion qui est très compliquée. Parce que ce qui fait le bonheur de Brigitte ne fera peut-être pas celui d'Éric, qui ne fera peut-être pas le mien.
Et donc en fait, si je veux vous permettre de cultiver votre bonheur au travail, je n'ai qu'une seule solution, c'est de vous donner de la liberté. Et donc en fait, on va construire comme ça un cercle vertueux qui est de dire on doit être performant, mais on veut être heureux. Donc je vais vous donner de la liberté, en échange de cette liberté, je vais vous donner de la responsabilité. Comment est-ce qu'on a traduit ça dans les faits? On devait déménager. On était sur 4 bâtiments à Bruxelles, avec des longs couloirs, des portes grises, et la seule certitude que vous aviez, c'est que lorsque vous arriviez dans un coin du bâtiment, vous allez tomber sur un directeur, parce qu'il y avait plus de fenêtres. Ça, c'était la règle. Alors, il y avait les bureaux directeurs à X mètres carrés ou à X dalles au plafond. Il y avait des grattes comme ça. Donc là, on a dit, écoutez, ça va juste pas être possible de continuer comme ça. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir être agile et passer en collaboration. Et donc travailler en confiance. Nous allons en fait arrêter de vous donner un bureau, puisque vous êtes libre. Ça va être libre aussi de choisir où vous allez vous installer. Donc on a déménagé dans un espace où on proposait 7 bureaux pour 10 personnes. Plus personne n'avait de bureau attribué. Vous arriviez, vous allez vous installer proche des collègues avec lesquels vous aviez besoin ou envie de travailler ce jour-là. Donc ça veut dire qu'on a aussi ouvert le télétravail à partir de 2009. Ça a été jusqu'à 3 jours par semaine. Et c'est vous, collaborateurs, qui décidiez combien de jours, quand. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc il fallait effectivement beaucoup de dialogue. On a dit aussi, ces libertés de rôle, il y a tellement de projets transversaux, soyez volontaires plutôt que de désigner volontaires. On a dit aussi, peut-être que le téléphone qu'on vous propose, vous ne l'aimez pas. Donc choisissez entre 2 types de téléphones, entre 2 types d'ordinateurs, entre une valise à roulettes ou un sac à dos pour transporter ce monstre que l'on vous demande de transporter. On a dématérialisé des kilomètres de documents. On a fait énormément de choses. On est passé en fixation collective des objectifs. Et les objectifs pouvaient être collectifs ou individuels. Et quand les équipes étaient matures, on est passé en évaluation collective. On est passé avec le droit à l'erreur, apprendre de ses erreurs, en co-création. En art du retour, l'art du feedback. On a essayé d'expliquer à chacun comment il créait de la valeur dans l'organisation, comment ça se traduisait en quantité, qualité et attitude. C'est facile la quantité et la qualité, c'est vachement plus important de le faire effectivement correctement. On a travaillé les indicateurs durables, on a donné des outils de mesure et de contrôle à chacun pour savoir exactement comment ils fonctionnaient. On a co-créé nos valeurs. Ce n'est pas le comité de direction qui est parti faire un team building youplala dans les bois. Ça a été chacun qui a pu participer à l'émergence de nos valeurs. On a travaillé la dynamique d'équipe, parce que ce n'est plus l'individu qui est au centre en fait. Si, en définitive, oui, mais c'est l'équipe surtout. Parce que c'est cet organe vivant qui est le plus important, c'est l'équipe. On a travaillé du coup les outils de connexion pour pouvoir travailler à distance. Et bien sûr, on a accompagné la transformation managériale. On s'y est pris comme des manches. On a envoyé en formation 2 jours ceci, 1 jour cela, etc. Ils s'amusaient bien, mais ça ne changeait rien. Et donc, on leur a permis de faire d'eux-mêmes une photographie, à 180 degrés, recevoir l'avis de leur boss, eux-mêmes, les collaborateurs, par rapport à un profil de leader idéal. C'est un idéal, donc on tend vers ça, c'est pas grave si vous n'y êtes pas, pour pouvoir faire fonctionner tout ce petit monde ensemble. Et plutôt que de parler de compétences, on a parlé de 5, donne 12. Arrêtez de faire ceci, faites plutôt cela. Arrêtez de travailler. Prenez du plaisir. C'est important pour des fonctionnaires, je vous jure. Essayez de trouver en fait l'essence, le sens de ce que l'on fait. Déjà en tant que manager. Si vous êtes manager, c'est parce que vous aimez ça, que ça vous donne du plaisir. Arrêtez de vous plaindre, mais innovez. Venez avec des solutions. Si vous n'êtes pas diplômé universitaire en Belgique, vous n'avez pas le droit théoriquement d'innover par la loi. C'est juste ahurissant aussi. Arrêtez de penser. Pensez vert, pensez développement durable, pensez plus loin que le bout de votre nez. Challengez les choses, remettez-les en perspective et en question. Arrêtez de motiver, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous motiver, c'est vous-même. Votre boss ne sait pas ce qui vous fait sortir du lit. Et je leur dis souvent, sauf si vous dormez avec votre boss, mais ça c'est vraiment un débat qu'on n'a pas le temps d'aborder. Et par contre aussi, arrêtez de gérer, aimez. Apprenez à aimer les collaborateurs avec lesquels vous bossez au quotidien. Vous passez plus de temps éveillé avec eux qu'avec votre famille ou les gens que vous aimez en dehors de votre vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Et je terminerai là-dessus avant de passer la parole à Eric. On a essayé de traduire ça de plein de façons différentes. Et la plus jolie façon qui a résumé tout ça, c'était de dire ne faites jamais à vos collègues ou à vos collaborateurs ce que vous ne feriez pas à vos enfants
à vos amis, aux personnes que vous aimez. Voilà. Juste, tout ça pourquoi? Performance. Ça nous a permis, sur les 2 premières années, d'économiser 12 millions d'euros, de gagner plus 20% en performance à minima, minimum, fixer les objectifs collectivement, plus 20%. On a diminué de façon drastique notre empreinte écologique, on a tout rechallengé par rapport aux énergies vertes, etc. On a diminué de 74% nos frais de reprographie. On est passé de 435 imprimantes à 45 imprimantes, de 9 palettes de papier par mois à moins de 2 palettes de papier par mois, en dématérialisant énormément. On a augmenté notre taux d'attraction en tant qu'employeur de façon drastique. C'était ingérable pour les ressources humaines. On croulait sous les CV spontanés. En 2012, on était un des 3 employeurs les plus sexy de Belgique. On a diminué l'absentéisme de 26%. On a diminué le taux de départ volontaire de 75%. On a augmenté le taux d'engagement de 88%. On a augmenté 2 fois d'affilée ce qu'on appelle le Net Promoter Score, la mesure dans laquelle vous osez dire que vous travaillez au ministère et que vous le recommandez aux copains. Parce que souvent, on dit « travaille où ?» L'État. Quelque part, et on cache ça, parce que peut-être qu'il y avait un prof, et prof, c'est mieux qu'à la Sécu. On l'a augmenté de 38%, puis de 32%, puis de 36%. Et ça a augmenté comme ça à chaque fois. Donc oui, le bonheur, c'est une notion qui est rentable et durable. Et en tant que manager, quand on apprend à vraiment aimer les gens avec lesquels on bosse, on a un levier de transformation qui est absolument exceptionnel. Voilà la petite histoire du ministère belge de la Sécurité sociale, dont j'ai été effectivement directrice générale du service d'encadrement personnel et organisation, avant de devenir Chief Happiness Officer, directrice générale du bonheur. Merci. C'est mes collègues, je vous applaudissez. Enfin, mes ex-collègues. Je peux parler comme ça ou... Ça va, vous m'entendez? Non? Bon, alors je parle comme ça. Quand l'APEM m'a proposé ce thème qui est autour de arrêter de gérer, aimer, ma première réaction était de me dire, mais ils sont fous. Surtout que moi, j'ai commencé à travailler dans le début des années 90 avec des managers, et à ce moment-là, j'avais fait un livre qui s'appelait « Manager est un psy », dans lequel j'expliquais qu'un des grands pièges des dirigeants et particulièrement des chefs d'entreprise, c'est leur implication affective. Et que leur surimplication affective dans le travail, parce que l'application affective se fait toujours à somme nulle. C'est-à-dire que ce que vous mettez dans le travail, vous ne le mettez pas dans les 2 autres champs dans lesquels vous pouvez mettre de l'implication affective, qui est votre vie amicale, votre sociale, et donc toute votre vie autour du réseau social et des amis, et votre vie familiale, personnelle, sexuelle, amoureuse. Donc votre capacité à mettre de l'affect est limitée. Parce que l'affect, c'est quoi? C'est votre énergie, c'est votre capacité à vous mettre à mettre cette énergie dans ce que vous faites. Parce que vous savez bien qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc, c'est de l'énergie que vous mettez. On sait ça en psychologie depuis très longtemps. L'affect, c'est l'énergie. Et donc, ce que j'ai beaucoup vu, c'est des individus qui surinvestissaient de façon massive leur travail, de façon presque addictive, leur travail, aux dépens des 2 autres champs de vie, qui était la vie personnelle, et donc arriver à s'apercevoir qu'ils n'avaient pas vu grandir leurs enfants, qui divorçaient évidemment à mi-vie, qui s'apercevaient que dans le fond, les amis auxquels ils croyaient vraiment, sur lesquels ils pouvaient vraiment compter, il n'y en avait pas tant que ça. À qui vous parlez de vos problèmes sexuels? Au psy. Parce que... Yannick est là pour vous. Non, j'ai arrêté, pas la sexualité, mais les consultations. Donc, là, vous voyez, il y a quelque chose qui, dans le surinvestissement affectif, notamment de ceux qui sont en haut du système, est très extrêmement présent. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'affect, eh bien, ce qui se joue, c'est quelque chose du registre extrêmement personnel. Donc, vous savez, les gens qui sont surinvestis sur un projet, vous leur dites « Ah non, il ne faut pas toucher à ce projet, c'est son bébé ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'accepte plus les critiques,
que si on le prend, si on commence à vouloir le faire changer, il ne va pas changer. Et il considère qu'il y a une confusion complète entre ce qu'on appelle la valeur personnelle et la performance. C'est-à-dire que sa performance révèle complètement sa valeur personnelle. Donc il a une espèce d'enjeu gigantesque qu'on lui dise toujours que c'est bien. Sinon, c'est totalement déstabilisant. Donc voilà d'où je pars sur cette question de l'affect. Et ce que j'ai trouvé du coup très intéressant à échanger avec vous, à essayer de réfléchir avec vous, c'est quel type d'affect on met dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met de soi? Et dans quelle mesure est-ce que cette injonction, aimer, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'aimer? On peut demander à quelqu'un si je dis à quelqu'un aime-moi, bah non, je t'aime pas. Bah, est-ce qu'on peut? C'est quoi l'injonction d'aimer? Et vous voyez, ça nous ramène à ce très très beau témoignage d'hier matin. De Frédéric Bedos, de magnifique témoignage d'hier matin qui était incroyablement émouvant. Hein. On était tous bouleversés par ce témoignage. Et elle nous dit qu'il faut apprendre à aimer, mais elle ne nous dit pas comment. Moi, ça a été un peu ma frustration quand même, parce qu'à la fin, ça veut dire quoi aimer? Alors, si on regarde un peu ce que nous disent les psys, les philosophes sur la question de l'amour, vous savez, il y a les 3 dimensions de l'amour, il y a l'éros, alors ça je vais passer vite, ça ne me paraît pas être le sujet d'aujourd'hui. Il y a philia, qui est l'amour qu'on a, qui est l'amour amical, hein, et puis agapé, qui était un peu l'amour dont parlait Frédéric Bedos, qui est une espèce de l'amour du prochain, qui est un amour général, l'amour de l'humanité. Le problème qu'on a dans l'entreprise, tous, c'est qu'il y a des gens qu'on aime, puis il y a des gens qu'on ne supporte pas. Et on est chef. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Donc, derrière ça, ce qui se joue, c'est notre capacité, alors pour dire les choses un tout petit peu, mais vraiment, une des raisons qui m'a fait accepter aussi cet atelier, c'était de rencontrer Laurence et cette expérience extraordinaire qu'elle raconte. Alors, elle parle de bonheur, moi j'aime bien parler d'émotions positives. Mais vous voyez, on va retrouver des choses qui sont très très proches. On s'aperçoit que, pourquoi est-ce qu'on parle d'émotions, pourquoi est-ce que je parle d'émotions positives? Parce que quand on est psy, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'induire un certain nombre de comportements chez nos équipes. Et on veut tous la même chose. On veut des gens qui travaillent en équipe, qui jouent collectif. On veut des gens qui soient responsables et autonomes, et on veut des gens qui prennent des initiatives et qui soient un peu créatifs. Tous. Que celui qui ne veut pas ça dans la salle lève la main. Et ce qu'on sait, c'est que pour avoir ce type de comportement, on ne peut pas induire ce type de comportement, là aussi on ne peut pas les prescrire, et en tant que chef d'entreprise, on passe notre temps à dire jouer en équipe, si on ne diffuse pas dans l'entreprise un environnement émotionnel positif. Vous voyez, c'est ça qui est absolument déterminant. Et la question qu'on a, qui se pose, alors ça, la psychologie positive nous aide énormément, vous savez, la psychologie positive, c'est ce courant tout à fait récent de la psychologie qui s'intéresse à comment est-ce qu'on induit le bien-être, le well-being, le bien-être chez les acteurs. C'est très récent parce que pendant un siècle, tout le XXe siècle, quasiment, fin du XIXe et tout le XXe siècle, le début de la psychologie, hein, je vous rappelle, l'introduction à la psychanalyse, 1904, et avant on a Charcot, on a Pierre Jamet, etc. On a un certain nombre de gens qui travaillent sur la psychologie, fin du 19e, début du 20e. Ça a un siècle, un peu plus d'un siècle la psychologie, un siècle et demi. Et pendant tout le premier siècle et même un peu plus, nous n'avons travaillé sur la psychologie que sur la correction des dysfonctionnements ou des troubles. Donc, comment est-ce qu'on soigne un dépressif? Comment est-ce qu'on arrête de faire délirer un psychotique? Comment est-ce qu'on gère une personnalité narcissique, etc. Donc, on n'était que sur la correction de ce qui va mal. La psychologie positive, c'est de nous dire non, attendez, ce n'est pas le sujet.
Le sujet, c'est exactement le passage de la médecine à la prévention, le sujet, c'est comment est-ce que vous provoquez un environnement positif, émotionnel et donc comportemental chez les acteurs. Et comment est-ce que vous les rendez eux-mêmes responsables de ça? Parce que en psychologie positive, on considère que vous commencez à être dans un état de bien-être quand vous avez 3 émotions positives pour une émotion négative. Sauf que les émotions positives, à 80%, c'est à vous-même de vous les provoquer. Vous voyez, ce n'est pas le contexte qui les provoque, c'est vous-même. Alors je reviens à mon rôle de dirigeant dans ce système-là. Quel est le rôle du dirigeant si on partage le fait qu'on veut des acteurs qui soient des acteurs qui jouent collectif, responsables et innovants, enfin pour être très, très schématique. Donc qu'on doit diffuser une émotion qui est une émotion globalement dans laquelle la peur n'est pas très présente, dans laquelle la pression n'est pas maximale, et dans lequel ce qu'on cherche au contraire, c'est provoquer de l'envie, de la fierté, du goût du partage, de l'enthousiasme. Donc c'est ça qu'on cherche à provoquer. Quel est notre rôle? Sachant que nous avons des affects que nous ne contrôlons pas complètement. Donc, ce qui, moi, me paraît important et ce qui nous ramène dans le aimer, c'est quoi le aimer, fondamentalement, et dans le filia de l'aimer, de cette dimension-là, qui, à mon avis, est celle qui nous concerne dans l'entreprise, c'est que, dans le fond, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Qu'est-ce que c'est que d'aimer quelqu'un? C'est de vouloir son bien. C'est d'avoir envie de provoquer le fait qu'il soit bien. Et je vois bien qu'en permanence, dans ma vie de chef d'entreprise, parce que ce que disait Brigitte, moi j'ai ce double plaisir d'être expert et chef d'entreprise, que régulièrement, quand j'ai une frustration, ma tentation est de la rejeter sur l'autre. Extrêmement classique. J'ai demandé quelque chose à des collaborateurs qui ne l'ont pas fait. Je prends mon air exaspéré. Je leur dis, putain, mais c'est pas possible. Et évidemment, à aucun moment, je ne m'interroge sur l'effet que je produis. Ou plus exactement, je profite d'un effet implicite qui est qu'en fait, comme ils ont peur de ma réaction, et donc je provoque en réalité de la peur, eh bien, ça leur met une certaine pression. Ça ne fait pas d'émotion positive, ça. Hein. La peur, c'est une émotion négative. Quand les gens commencent à avoir peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils sécurisent. Si j'ai peur, je sécurise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reproduis. Et donc, je suis tout le temps dans une espèce de truc qui est de plaire au chef, qui est extrêmement délétère. Quelqu'un qui a peur ne prend pas d'initiative. C'est impossible. Impossible. Quelqu'un qui a peur ne passe pas trop de temps à échanger avec ses petits camarades sur le boulot. Il vérifie que ce qu'il fait lui, ça va bien être dans les clous. Donc là, la question qu'on a à se poser, la question qui, moi, m'intéresse dans ce thème, c'est de me dire comment est-ce que aimer, c'est dans le fond, en partie, contrôler mes propres émotions. Alors contrôler, on ne contrôle pas ces émotions, on les identifie, on les utilise. Je ne choisis pas d'être déçu. Certains partiront d'ici en se disant « Tiens, ça m'a secoué, ça m'a appris des choses enthousiastes », et d'autres partiront déçus, mais vous n'aurez pas choisi. Hein. Sauf que ce que nous dit la psychologie positive, justement, c'est qu'en fait, oui, vous l'aurez choisi. Vous l'aurez choisi. Vous l'aurez choisi parce que vous pouvez, à votre insu, sélectionner toutes les informations que vous avez dans ce que va dire Laurence et dans ce que je vais dire, il y a des trucs qui vous agaceront. Puis
qu'il y a des trucs qui vous intéresseront. Mais si vous focalisez sur ce qui vous intéresse, vous sortirez de cette séance avec une émotion positive. Et ça se fait à votre insu, ça se fait en fonction de votre tempérament, de votre histoire, de votre éducation, etc. Moi, je vois bien, je suis naturellement critique. Si je ne me contrôle pas, je vois toujours ce qui merdouille dans quelque chose. Mais alors là, j'ai l'œil impeccable. Hein. Je trouve immédiatement. Et à la fin, ben, j'ai vu que du négatif dans la journée. Hein. Mais j'en ai trouvé, hein, je peux vous dire. Il n'y a pas de problème, j'ai trouvé des tas de trucs. Hein. Vous voyez, dans la matinée d'hier, je peux vous dire tout ce qui a merdé. Hein. À mon avis, bien sûr. Donc, et si je ne fais pas un effort très volontaire sur moi à me dire, mais attends, qu'est-ce qui t'a transporté? Focalise-toi là-dessus. Eh bien c'est la même chose, exactement, aimer nos collaborateurs. C'est exactement ça. C'est comment est-ce que je me positionne dans une posture dans laquelle, même ceux que je n'aime pas, et ça je ne le décide pas, je vais valoriser ce que je trouve de positif chez eux. Et je vais le pousser, et je vais l'exprimer. Vous voyez, alors on a ce truc en France, très particulier, à chaque fois qu'on se dit je fais un compliment à quelqu'un, alors là, si je lui fais un compliment, ça cache quelque chose. Alors, soit ça cache quelque chose, soit il va s'arrêter de bosser. Ah, il va s'arrêter de bosser parce que je lui ai fait un compliment. Donc, ça y est, c'est réglé, il va s'arrêter de bosser. C'est exactement le contraire. Nous, on a développé, parce qu'on travaille énormément sur ces sujets-là chez YouSide, on a développé une appli qui consiste à se faire des compliments mutuellement. Vous avez le droit de faire que des compliments. Sur appli. Et je peux vous dire, c'est incroyablement porteur de positif dans la boîte. Parce qu'en réalité, le compliment, vous n'avez pas l'occasion de l'avoir fait parce que vous étiez en réunion, vous passez, etc. Hop, vous faites un compliment. Et vous diffusez de l'émotion positive. Voilà, vous voyez, moi, ce qui me paraît absolument central, c'est deux choses. C'est mon investissement affectif. Quand on dit aimer, on ne vous dit pas, mettez tout votre investissement affectif dans l'entreprise. Attention. L'équilibre affectif, c'est un tabouret avec 3 pieds. La vie professionnelle, la vie sociale et amicale, la vie personnelle. Et les pieds sont les uns vis-à-vis des autres, on est à somme nulle. Donc c'est pas tout mettre son affect dans l'entreprise. C'est de mettre quel type d'affect, parce que l'affect qu'on met en plus, la plupart du temps, est très narcissique. C'est un affect extrêmement moi sur moi par rapport à moi. Donc, je me mets des enjeux, j'ai besoin de réaliser, c'est moi qui ai fait le truc, je suis capable de. Cet affect-là est un affect extrêmement piégeant. Donc, limitez votre affect et tournez-le sur l'émotion positive. Moi, c'est ça qui me paraît important dans le aimer. Et c'est vrai que c'est un vrai choix, en fait. C'est une vraie posture mentale, où au départ, peut-être qu'on ne se sent pas spécialement à l'aise. Eric dit bonheur, well-being, en gros, on s'en fiche un peu du vocabulaire. Le bonheur, moi, ça a été un véritable choix. J'ai traversé un burn-out qui a failli m'emporter. Et j'ai rebondi au ministère. Donc là, mes proches se sont franchement inquiétés de ma santé mentale. Parce que je sortais quand même d'une boîte cotée en bourse, leader mondial, la détection du cancer, du traitement de cancer à partir d'accélérateurs de particules. Donc on était dans de la très très haute technologie médicale et boum, ministère. C'était moins 56% sur le salaire. Enfin, vraiment, c'était pas du tout pour l'argent que j'y allais, mais plutôt pour la mission. Et sincèrement, j'ai failli partir au bout de la première semaine. Ça va pas être possible, quoi. Je leur demandais des indicateurs, ils me regardaient avec des yeux comme ça en disant mais du style de quoi elle parle. Déjà je parlais en anglais, ça n'allait pas, donc je traduisais en français, ça n'allait pas mieux. Et là je me suis dit mais non, je peux pas transformer un ministère avec ça.
Mais on ne fait pas un entretien de recrutement, un processus aussi long pour débarquer au bout d'une semaine en disant les gars, désolé, je suis trop fatiguée encore, je ne suis pas bien remise de mon burn-out, je rentre à la maison. Et le Don't Manage Love, il est vraiment venu là en disant mais si j'apprends pas à les aimer, ces gars-là, je ne vais pas y arriver. Parce que je vais, comme le dit Eric, je vais m'énerver en permanence sur eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme talent à apporter au projet qu'on a envie de porter ensemble? Il y a cette espèce de croyance que j'ai que si on se rencontre, il n'y a jamais de hasard. C'est qu'il y en a des trucs à s'apporter les uns les autres. Donc, qu'est-ce que je peux leur apporter et qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? J'ai voulu démissionner 3 fois en disant, et après 1 an, dans ma propre équipe, l'équipe RH, j'ai vraiment dit à un moment donné, j'ai pas l'impression que je suis la bonne boss pour vous. Sincèrement, vous faites les trucs parce que je vous le demande et parce que c'est cette culture. Vous ne les faites pas parce que vous comprenez l'essence de ce qu'il y a comme projet derrière. Et si vous comprenez quel est l'intérêt pour tout le monde, pour vous, dans ce projet, on va y aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et je leur ai dit, on va se laisser encore une chance, on se laisse encore 3 mois. Si on n'arrive pas en 3 mois, sincèrement, je démissionne. Et c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Je retrouverai un job ailleurs, il n'y a pas de souci, ça ne me tracasse pas. Mais je ne serai pas la bonne boss pour vous. Donc c'est aussi se remettre profondément en question. Et ce petit exercice finalement de se dire, dans tout ce que l'on va faire en tant que dirigeant et que vous soyez effectivement big boss ou que vous ayez quelqu'un qui bosse en RH parce que vous êtes dans une plus grosse boîte et qu'il y a des process qui s'instruisent, c'est aussi pouvoir se dire, mais comment ça se traduit dans la réalité de l'organisation? Arrêtez de gérer, aimer. Et vous devez licencier quelqu'un. Waouh, super. Ça, c'est aimer, hein. C'est carrément la totale. Ben oui. Parce que si ça se trouve, on est sur des projets où, sincèrement, ce sera totalement irréconciliable. Et donc, on se rend malheureux l'un et l'autre à essayer de progresser ensemble, alors que, franchement, on n'y arrive pas du tout. J'en ai fait des entretiens de licenciement. Je les ai faits sous toutes les formes, hein, possibles et imaginables, et j'ai compris ce que ça faisait le jour où moi, je me suis fait licencier, parce que j'étais en burn-out. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ultra violent, quoi. Mais vraiment, ça secoue profondément. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur en tant que DRH dans ma façon de licencier les gens? J'ai été doublement violente avec ces gens. Et ce qui est important, c'est de se dire, en fait, à chaque acte que l'on fait, on évalue, on licencie, on recrute, c'est de se dire, comment est-ce que j'aurais envie qu'on le fasse avec moi? Alors ça va être à partir de son propre prisme, mais on n'a jamais envie qu'on soit violent avec soi-même. Que quelqu'un d'autre soit violent avec nous, à moins d'être maso, mais à nouveau, c'est un autre truc, on en parlera un jour. Il faut les voir. Mais c'est vraiment ça, c'est quand vous allez poser un acte qui va avoir une influence sur la vie relationnelle dans l'organisation, sur la façon de gérer vos équipes, de le faire comme vous auriez envie qu'on le fasse avec vous. Et si c'est inapplicable avec vous, c'est comment, si vous avez des enfants et des enfants qui ne vont pas travailler dans votre boîte, comment aimeriez-vous qu'on traite vos enfants? Et ça remet énormément de choses en perspective. Ça pousse à changer des processus, des systèmes d'évaluation, des façons de recruter, des façons de effectivement licencier, des façons de rémunérer. Ça va secouer votre organisation, mais pour un mieux. Même si on peut avoir par moments des sacrés doutes, hein, du coup. Parce qu'on peut se dire aussi, est-ce que j'aime bien? Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce que raconte Laurence avec tellement d'évidence, dans un endroit qui paraissait le plus, on va dire, le plus difficile à bouger possible, sans avoir aucun moyen de pression sur les gens. Puisque à la fin, vous avez des fonctionnaires, ils sont nommés à vie, vous avez des moyens de pression sur les gens, ça ne manque pas. D'ailleurs, vous ne manquez pas de les utiliser. Pourquoi est-ce que, et avec les résultats qu'elle a, pourquoi vous ne le faites pas? Vous ne le faites pas. Ou pourquoi est-ce que vous... C'est déjà le travail qu'elle a fait, le premier travail, c'était sur elle. Parce que je pense qu'avec des enfants, on peut les avoir dans toute période de sa vie. Et puis être ultra directif, c'est pour ton bien, je te mets une baffe, mais c'est pour ton bien, tu verras. Et je te maltraite, mais c'est pour ton bien.
Et moi, je me fais un peu plaisir comme ça. Et à un moment, je dis non, c'est pas effectivement comme ça qu'il faut travailler. Je vais travailler sur moi, mais plus les écouter, plus être là pour eux, moins imposer ce que je veux pour eux, mais leur faire sortir ce qui est bien en eux. Et je crois qu'il faut déjà commencer par ça. Pour aimer, c'est, voilà, vous avez parlé de leur bien, mais c'est déjà être en ultra bienveillance et comprendre que cette force qu'on veut mettre dans ce que nous on veut, c'est négatif, mais plus être en recul, beaucoup plus en watcher qu'en douleur. Alors, c'est très important ce que vous dites. Je vous laisse la parole, monsieur, si vous voulez parler. Juste un tout petit point sur lequel je voudrais vous orienter aussi. Dans le travail que vous faites sur vous-même, quand on est chef d'entreprise, l'une des énormes difficultés qu'on a, c'est le rapport au contrôle, le rapport à la maîtrise. C'est ce que décrit le travail sur soi passe presque toujours sur quelque chose du rapport au contrôle et à la maîtrise. Donc, tout ce qu'on raconte sur les entreprises libérées, etc., ça ne peut jamais marcher. Ça marche parfois, ça ne marche pas. C'est pas du tout un modèle universel, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne peut commencer que quand le chef d'entreprise a fait un rapport à un travail à la maîtrise. Monsieur et madame ensuite. Pardon. Je vais juste faire un commentaire, vous parlez de décider d'aimer, de faire un choix, de travailler. Je ne doute pas qu'il y a des méthodes, on en parlait pour amener tout ça. D'abord, c'est bien une question de culture personnelle. C'est on a ou on n'a pas. Pas se refaire. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas se changer. Donc si on a ça au fond de soi, dans sa vie, c'est déjà mieux se connaître soi-même, on commence là, que dans sa vie sociale, on a l'empathie, on aime l'autre, on aime aller chercher ce qu'il a de bon, et on le cultive, on le transmet. Et il faut avoir ça au fond de soi. Encore une question, je pense que aussi on subit des projections de collaborateurs sur le statut de patron. Ah ben ça c'est sûr. Ça c'est énorme. Ça c'est sûr. Pour arriver à changer tout ça, c'est notre énergie à nous à la base. C'est sûr. Et alors dans ce que vous dites, il y a ça. Et il y a aussi le fait que ne nous trompons pas. Moi je peux vous faire part d'une expérience personnelle assez récente. Un collaborateur pour lequel on s'est donné beaucoup de mal pour le faire monter, qui a eu des difficultés personnelles, qu'on a accompagné, qu'on a beaucoup aidé. On est très, nous on est des psys. Alors, c'est vous dire que les gens viennent chez nous parce qu'on est des psys. Bref. Et qu'on a vraiment fait monter, etc. Et qui a quitté l'entreprise en disant énormément de mal de nous, avec un sentiment de trahison. Donc, il y a ça aussi, hein, quand vous aimez, vous prenez le risque. Il faut prendre ce risque-là. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi... vous voyez, il y a quelque chose derrière tout ça, hein, dans lequel le dirigeant, il assume un truc qui est incroyablement aussi difficile, hein, parce que vous avez donné votre amour. Ça, ce que vous disiez sur vous, ce que vous disiez, les collaborateurs projettent sur vous votre rôle de patron, votre machin, etc. Et à la fin, ils vous traitent de salaud de patron, quoi. Et ça, c'est d'une violence inouïe. Hein. C'est se désager du regard des autres. Alors, en même temps, on ne va pas complètement, hein, parce que je ne peux pas aimer l'autre en me détachant de leur regard. C'est une relation dépendante. Voilà, mais c'est cet équilibre personnel du dirigeant qui est fondamental. Oui, vous vouliez parler, et puis ensuite... Oui, moi, je fais un parallèle avec les comptes enfants. Et des fois, quand j'ai une décision à prendre, je me dis comment j'aurais fait avec les gamins. Et puis, je leur donne tout ce que je peux leur donner en termes d'amour, ensuite ils sont libres. Et c'est comme ça que j'arrive à s'orienter du juste milieu et ce qu'il faut faire. Et on fait du mieux qu'on peut. On n'est pas toujours parfait non plus, on fait du mieux qu'on peut. Et je vous donne la parole, mais nous on a résumé ça, en fait, les managers, on leur disait si vous êtes manager, c'est que vous aimez gérer des gens. C'est pas pour l'argent que vous allez faire, c'est parce que vous aimez gérer des gens. Et ça va requérir deux choses. Ça va requérir beaucoup de sincérité et beaucoup de courage. Et ça, ces deux qualités-là, on en a furieusement besoin quand on est dans des postes de dirigeants. Parce que vraiment, c'est ce qui va nous conduire et nous permettre de rester finalement en équilibre, en se disant si je le fais, c'est avec beaucoup de sincérité, et oui, ça va peut-être me bousculer. Il y avait monsieur, madame et puis monsieur. Et puis alors, on est en avion en fin de journée. Mais... Vous dites qu'il y a
recette, limitez votre affect et puis tournez-vous vers les émotions positives. Moi, je ne sais pas limiter mon affect. Comment on fait? Je ne sais pas limiter mon affect. Et puis, moi, Je vais répondre. je vais juste compléter en disant, moi j'aime les salariés, je pense qu'ils le sentent, ils le savent sans que je leur ai jamais dit. Ouais. Mais par contre, les 20 salariés, il y en a toujours un qui va moins bien quand. Ouais. Comment je fais pour le protéger, moi, quand je leur dis bonjour, en la regardant yeux dans yeux chaque matin, en leur disant comment allez-vous? Arrêtez ça, j'attends la réponse, etc. Il y a des trucs vachement magnifiques qui émergent. Et quand il y en a un ou une qui va bien, moi je rentre dans mon bureau, je suis malheureuse. Comment je fais pour me prof? Comment je fais avec ça pour limiter votre affect? Je sais pas. C'est ce que vous dites est très, très, très important et intéressant. Limiter son affect, la bonne façon de limiter son affect, c'est de limiter l'énergie que je mets et d'accepter sa limite. Parce que vous voyez, dans ce que vous dites implicitement, c'est si un de mes collaborateurs est malheureux, si je ne peux rien faire, je suis en situation d'impuissance. Et là, implicitement, vous vous mettez en situation de toute puissance. Et le piège, il est là, c'est j'ai des limites. J'ai des limites. Attendez, il voulait parler là-bas. Il veut réagir. Allez-y. J'ai fait une thérapie. Le thérapeute, il me dit, mais écoutez simplement. Exactement. Vous Exactement. ne vous rendez pas compte le bien que vous Voilà, faites exactement. en simplement Écoutez. Exactement. Le conseil que vous donnez, vous écoutez. C'est l'enjeu de la toute-puissance. C'est là où, vous voyez, quand on dit diffuser de l'émotion positive, vous n'avez pas l'injonction, enfin moi en tout cas, je fais très attention à ça, parce que sinon on se met une charge de responsabilité, mais gigantesque sur le dos. Hein. On n'a pas l'injonction de faire le bonheur de tout le monde. Voilà. Et quand on parle de psychologie positive, on fait beaucoup de bottom-up. C'est les gens auxquels on transmet des éléments sur la psychologie positive qui ont leur rôle aussi, et auxquels on renvoie ce rôle de diffuser de l'émotion positive. Hein. C'est pas que du top-down, loin de là, c'est du bottom-up. Je ne sais plus qui voulait parler. Monsieur là. Et il y a monsieur là au-dessus et madame. Madame. Non, c'est monsieur qui a le micro là-bas, pour l'instant. C'est moi d'abord. C'est donc du doté. Avant de poser une question, je voulais juste raconter aussi que vous posez la question à une artiste, à un autre messager, pourquoi elle était devenue artiste. Elle répondait, mais je crois que si j'avais travaillé dans une entreprise normale, j'aurais tué mes collègues. Et voilà. Donc en fait, je voulais savoir en combien de temps cette transformation s'est passée. Par étapes, nous dessiner un peu dans le temps. Très rapidement, on a fait à peu près 1 an de préparation, 1 an et demi de préparation au projet, puisqu'on bougeait 1000 fonctionnaires. Et donc, il y avait 80 projets en parallèle pour pouvoir instituer tout ce qu'on voulait instituer, du télétravail, ouvrir les horaires flexibles, etc. Et on a eu l'acculturation, donc plus de 95% des fonctionnaires qui ne voulaient plus revenir en arrière au bout de 3 ans. Revenir en arrière, c'est être géré de façon très descendante, avec chacun son bureau, une porte qui ferme, etc. Au bout de 3 ans, 95% ne voulaient plus. Et donc on a eu en fait, les gens ne partaient plus de chez nous, donc c'était très compliqué pour attirer du coup des compétences, parce qu'on n'avait pas de budget, les postes ne s'ouvraient plus, etc. Donc on a connu des problèmes inverses, mais alors du coup, on a arrêté de se plaindre, on a innové, on a créé des plateformes d'échange de talents, en utilisant toutes les failles de la loi possibles et imaginables pour pouvoir en fait s'échanger indépendamment de tous les règlements officiels des talents et de générer un flux frais dans nos organisations malgré tout. Donc voilà, enfin il y a toujours... c'est chouette quand il y a des problèmes, il y a des solutions à trouver. Merci. 2 rebonds. Le premier, c'est sur l'écoute. Je pense qu'effectivement, il faut apprendre à écouter pour comprendre et pas pour répondre. C'est un vrai problème de posture, c'est un problème de présence, c'est un vrai boulot. C'est pas facile. Et la deuxième chose que j'entends dans votre propos, c'est être clair sur l'intention. Quelle est l'intention qui m'anime? Arrêtez de projeter et poser l'intention. Et ça a une puissance folle, l'intention. Si on est clair là-dessus, et si l'autre est clair là-dessus, ça fonctionne. Si c'est pas clair, ça dérape. Mais, et on lâche notre intention très souvent. Hein. Le nombre de fois où on rentre en réunion, si on avait un peu pris le temps, on a un peu eu des intentions, et puis l'émotion arrive, et flaf, on a perdu notre intention. Ça nous arrive tous. Enfin, il y a ça aussi, hein, c'est que je pense qu'il faut qu'on accepte notre défaillance.
Si on n'accepte pas notre défaillance, mais en même temps qu'on n'est pas dans une espèce d'exigence d'amélioration permanente vis-à-vis de soi, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est juste archi-culpabilisant. C'est un enfer absolu ce qu'on raconte. Je crois qu'il faut faire attention à ça, hein, et justement à surtout pas se mettre dans cette toute-puissance. Oui. Une jolie question. Là, on parle de la méthode pour soi-même, c'est-à-dire en tant que chef d'entreprise. Comment on fait avec nos responsables d'équipe? Parce que nous, on peut être super positif, arriver, être très emballé. Comment on fait pour qu'eux soient très emballés avec leur équipe? Comment on le transmet, ça? On l'a travaillé très concrètement, en fait, d'abord en s'assurant que les personnes qui sont en responsabilité d'équipe sont des personnes qui aiment gérer des équipes, et pas c'est la seule voie pour pouvoir grimper dans l'échelle barémique des salaires, etc. Et donc, c'était compliqué dans un ministère, mais c'est relativement simple lorsque vous êtes aux manettes dans votre organisation. Il y a 4 carrières à créer. Il y a une carrière managériale, une carrière d'expertise, une carrière de gestion de projet. C'est pas la même chose de gérer une équipe en projet que gérer une équipe en continu, et une carrière commerciale. Il n'y a aucune raison qu'un manager touche plus qu'un super expert, qu'un super programme manager et qu'un super commercial. Et donc, en alignant les salaires par rapport à ça, vous allez mettre les gens aux bonnes places. Enfin, ils vont pouvoir choisir la bonne place. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'on a fait, c'était vraiment de dire, en fait, où trouvez-vous votre énergie? Qu'ils arrivent à verbaliser là où ils trouvaient l'énergie dans le fait de pouvoir effectivement piloter des équipes. Et essayer de répéter ces éléments qui donnent de l'énergie, faire grandir quelqu'un, voir qu'il y a de l'autonomie, etc. Et on leur disait, l'idéal de votre job, c'est de disparaître. Ça fait 4 ans que j'ai quitté le ministère, je n'ai pas été remplacée. Mon équipe est toujours en autogestion. C'est juste qu'ils sont capables de fonctionner sans nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On a co-créé la vision. On s'est assuré que chacun avait envie de porter ce qu'ils avaient co-construit. La co-construction, franchement, c'est un levier mais phénoménal. Arrêtez de réfléchir tout par vous-même. En tant que dirigeant, il faut au moins donner le cap. Puis après, et on va faire un cadre dans lequel on va fonctionner. Et ce cadre, c'est celui des valeurs, c'est pas celui des process. Et à l'intérieur, si le collaborateur, si vos équipes comprennent là où vous voulez aller et qu'on vit ensemble les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on va créer ce climat de confiance, eh bien, ils vont trouver la meilleure façon de pouvoir y aller. Et donc, c'est vraiment ça, c'est en tant que manager, pour pouvoir s'enthousiasmer ça, c'est de comprendre où on va aller piocher notre énergie, et ça va se transmettre aux équipes. Et on renvoie vers les équipes en disant aussi, mais où trouvez-vous votre énergie? Et sincèrement, c'était la question qu'on a posée. C'est pas quels sont vos petits cailloux dans la chaussure, hein, et faire l'atelier avec, on amène chacun une pierre sur laquelle on écrit son truc, on a dit, mais qu'est-ce qui vous emmerde, quoi? Honnêtement, qu'est-ce qui vous fait chier? Et je leur ai dit, ne me dites pas rien, parce que quand je vois vos têtes le matin, parfois, et j'ai dit, par contre, la réponse, ça peut être moi. Je peux vous faire chier, mais j'ai besoin de le savoir aussi, sinon ça ne va pas aller. Et on a fait en fait une session comme ça, et c'était la session qui a permis de basculer l'équipe où je vous dis, pendant 1 an, j'ai vraiment ramé. Je l'avais posé la question, où trouvez-vous votre énergie? Et surtout, avant d'arriver là, de quoi êtes-vous fiers ces 9 derniers mois? À titre perso. Et puis à titre perso, mais même à la maison. À titre collectif, au boulot. Et puis où trouvez-vous votre énergie? Et puis comme ils ne voulaient pas alimenter les agendas des salles des réunions, et que moi j'en avais ras-le-bol de faire de l'info descendante, j'aurais dit, tant que vous ne me donnez pas des sujets, je ne vous raconte plus rien. Donc, parce que si, en gros, c'est que ça ne vous intéresse pas ce que j'amène comme point. Et j'aurais dit, prochaine réunion, c'est, je veux que chacun d'entre vous, vous pouvez vous mettre en groupe si vous avez le même truc, mais vous m'apportez un truc qui vous fait chier, monstrueusement chier. Et on va les résoudre. Ensemble, on va trouver les solutions. Madame. Et ça a tout fait basculer. En fait, c'est moi une question, un témoignage. Moi, je dirais, j'ai une entreprise de 160 salariés. Donc, c'est en B2B, c'est un peu compliqué, effectivement, pour avoir un échange comme ça avec les salariés. Et sur des choix collectifs, moi, je me heurte, très honnêtement, c'est le mot qui convient, au prisme de la représentation syndicale. Et je veux bien les aider. Mais en fait, je les déteste. C'est un peu compliqué. Je ne les cache pas, parce qu'en définitive, ils sont eux animés d'une ligne directrice
qui n'est absolument pas, enfin, pas toujours en tout cas, dans le fil de la stratégie d'entreprise. Donc, j'ai trouvé un moyen en fait, de dériver un petit peu la chose. C'est dans la stratégie organisationnelle, en définitive, j'ai plutôt, c'est possible, associé les groupes de travail et associé directement les salariés pour proposer un schéma stratégique qui sera proposé à la représentation syndicale. Donc en fait, c'est un contournement, mais néanmoins, pour tout ce qui est, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais pour tout ce qui est augmentation de salaire, conditions de travail et toutes ces thématiques, clairement, le prisme syndical est omniprésent. Et je veux bien aussi reconnaître le professionnalisme de certains salariés, mais clairement, quand on a dit, wow, c'est super pour vous, clairement, en retour, moi j'ai, ouais, mais je ne suis pas payée assez cher. Mais vous, enfin, co-créer déjà, effectivement, c'est transformer le rôle syndical. Parce qu'ils ne pourront plus s'opposer aux décisions, enfin aux projets qui sont portés par les collaborateurs. Donc le rôle va évoluer. Et l'idée, c'est de les faire passer de force de contestation, ils sont très forts là-dedans, à force de proposition. Ils vont vous dire c'est pas légal. Ok. C'est pas que c'est pas illégal non plus, c'est pas écrit dans la loi. Et donc c'est juste un changement de posture. Et donc au syndicat, on disait ok, mais on n'a pas de budget en plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver la façon de pouvoir faire des promotions? Aidez-nous, venez avec des solutions. Et si vous avez la bonne solution. Ouais. Eh bien, ok, ben alors dans ce cas-là, c'est j'ai pas de solution, donc arrêtez de râler parce que vous allez râler sur rien du tout. Et ça a vraiment été une posture qu'on a eue très forte aussi avec les syndicats, en leur disant arrêtez de râler, venez avec des forces de proposition. Et si vous venez avec des forces de proposition, on va les analyser. Et si elles sont bonnes, effectivement, on les fait passer. On vient de transformer avec... j'ai monté un petit cabinet depuis que j'ai quitté. On vient de transformer une centrale nucléaire en Belgique. Et les syndicats ils avaient le pouvoir depuis quasiment 40 ans. Et ils s'opposaient à tous les modèles de transformation de la maintenance. On a fini par leur dire, venez avec le vôtre, quoi. Franchement. Et puis, allez le vendre aux collaborateurs. Et les collaborateurs n'en ont pas voulu. Ils ont perdu tout leur pouvoir en 15 jours de temps. Mais tout. Ils se sont fait décrédibiliser. Mais du coup, ça a permis de rétablir. C'est pas on les a écrasés, c'est de dire à un moment donné, il va falloir partir en partenariat, les gars, sinon on va juste pas y arriver. Et donc c'est pas simple. Ouais, pour rebondir sur le compliment avec la personne qui réagit tout de suite sur je suis pas assez payé, je pense qu'il faut continuer au contraire à faire des compliments en disant écoute, on n'est jamais assez payé. C'est vrai. Tu as raison, on n'est jamais assez payé. Mais je voudrais quand même te dire que là, je suis vachement contente de ce que tu as fait. Et ça, vous voyez, parce qu'il faut déplacer le truc. Et vous allez vous apercevoir, après vous pouvez discuter avec eux, mais est-ce que ça te fait plaisir aussi quand je te dis que c'est bien? Ou alors, ce que je te dis, je ne le dis plus, c'est à chaque fois que tu me parles d'argent. Donc, il faut discuter des choses comme ça. Pardon, il y a plusieurs personnes, oui, monsieur. Oui, c'était juste pour apporter un témoignage sur les deux personnes qui sont intervenues précédemment. Déjà, j'ai l'habitude aussi de dire bonjour ou au revoir suivant les journées et mon emploi du temps à chacun des salariés là où je me trouve. Et en attendant le retour, c'est-à-dire que quand on dit bonjour, quand on dit au revoir, on a les yeux et on guette quelques signaux. Et la semaine dernière, on est en train de changer de système d'exploitation et de finance dans l'entreprise, et c'est le monde qui s'écroule. En plus, c'est juste à la rentrée, donc les personnes sont toutes sourires, et elles tombent là-dedans, c'est l'enfer. Et en disant au revoir à un de mes collaborateurs, je vois, il ne me regarde pas dans les yeux, il me dit au revoir, et il reste sur son clavier. Donc là, j'ai décelé qu'il y avait un souci, et un deuxième, sur un autre site, la même chose. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. Donc le lendemain, je dis, mais il y a un problème. Et voilà, j'ai identifié le sujet. J'ai dit, comment se passe le changement de système. Et c'est effectivement celui-là qui leur demande un boulot phénoménal. Et il me dit, mal, c'est pas bon. Voilà. Je dis, mais le même mot, mais qu'est-ce qui t'emmerde dans ce cas? Parce que pour nous, pour moi, il me semblait plus simple, plus fluide, etc. Donc, c'est lui qui a parlé. Je suis resté 1h30 avec lui. Il a parlé, j'ai dû parler peut-être 5 minutes, mais lui a parlé 1h25.
Et en même temps, il m'a dit, il a eu un mail pendant qu'on parlait, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, etc. Et il me dit, c'est juste mon collègue d'un autre site avec qui on est en train de parler du même problème. Donc je rebondis sur le deuxième, c'est comment les collaborateurs refont passer l'énergie positive derrière. Après le week-end qui a suivi, donc lundi, j'ai eu les échos de ces rencontres, et la première personne s'est sentie reconnue. Entendu. Écoutez. J'ai pas traité son problème, hein, mais il s'est senti reconnu, entendu, et par les réseaux sociaux, tous les autres sites se sont remis à bosser sur le système et à essayer de lever les petits problèmes. Voilà tout. Merci. Ça fonctionne. Ouais. C'était qui, madame, vous vouliez? Je suis vraiment ravie de vous entendre parce que entendre dire qu'à la sécurité sociale, c'est possible de travailler dans le bonheur. Je suis dans un organisme de sécurité sociale français et ça fait 1 an que nous avons engagé ces évolutions que vous décrivez. Alors c'est pas évident parce que c'est un organisme qui a vécu 25 ans dans l'immobilisme, plus proche de la cogestion avec des organisations syndicales très fortes, avec des identités très fortes. Et on est plutôt dans un environnement que moi je qualifie de malveillant, où on a beaucoup d'énergie extrêmement négative, on est plutôt dans l'envie et dans la peur, plutôt que dans la gratitude et la bienveillance. Donc c'est un travail de longue haleine, ça fait 1 an qu'on y travaille avec nos 1200 salariés. Donc en co-construction, identifier les réorganisations à conduire, les projets. Alors un témoignage avec les représentants du personnel, c'est catastrophique, parce que de travailler, de libérer la parole à la base, la vraie question c'est à quoi servent-ils encore? Et la question de leur repositionnement n'est pas facile. Alors on a essayé très naïvement de les associer à la démarche, en leur créant leur espace de discussion. C'est quoi le dialogue social dans une caisse 2.0, c'est le nom du projet. Ça prend avec quelques-uns, mais pas avec les syndicats majoritaires. Et on est aujourd'hui arrivé à une espèce d'impasse où les minoritaires reconstruisent leur stratégie en s'appuyant sur cette démarche de participation, mais les majoritaires sont dans l'opposition frontale et très très agressive et très brutale. On y travaille, mais c'est un témoignage par rapport à ce que vous disiez, madame. Deuxième élément, la deuxième vraiment difficulté que nous rencontrons, c'est sur la transformation managériale. Ça a vraiment bien marché avec nos collaborateurs, les équipes sont engagées, investies. La vie managériale, c'est très très difficile. On a quelques personnes qui ont compris et adhèrent, mais les autres, elles voient surtout la perte. C'est la fonction publique. Je suis arrivée à l'ancienneté. Je ne suis pas forcément un manager dans l'âme. Qu'est-ce que j'y gagne? Moi, j'avais mes 2 fenêtres. Maintenant, vous me dites qu'il faut que je partage mon bureau et qu'il faut que je sois avec d'autres managers ou au milieu de mes collaborateurs. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Et vous parlez des erreurs que vous aviez commises au démarrage. Ça m'intéresserait de savoir, parce qu'il ne faudrait pas reproduire, en tout cas chez nous, et puis j'ai entendu aussi des bonnes pratiques sur le 360, etc. Mais c'est une vraie question de comment faire basculer les choses. Parce que c'est un maillon essentiel. Si ça ne fonctionne pas avec les managers, ça ne verra pas les effets attendus. Peut-être une dernière intervention. Juste sur le temps que le micro circule. En fait, à nouveau, c'est du mais du co-développement. Dans ce cas-là, c'est que les managers sont accompagnés par un coach, plutôt dans la durée et sur des périodes de 2 heures. Et le manager qui est en difficulté vient avec son problème. Et en fait, il n'est pas vu comme étant le manager en difficulté, c'est le client. C'est le client du groupe. Il amène son problème, il le dépose sur la table et il a peut-être 11 consultants autour de lui qui vont l'aider à trouver une solution. Et lui, en tant que client, il est responsable de choisir la meilleure solution qui va le convenir. Et donc, il va aller faire son marché auprès de ses collègues. Et en fait, on va partir dans un renforcement positif. C'est comme ça que nous, on a réussi à entraîner. On n'a pas... Alors, il y a ceux qui sont toujours en queue de peloton, ils ne sont pas encore là. Mais entraîner, en tout cas, une majorité. C'est vraiment par capillarité et puis par rayonnement de l'un à l'autre. Enfin, bon. Monsieur? Bonjour, c'est Jean-Marc de Strasbourg, ça fallait dire. Juste une question, en fait, j'avais des retours d'expérience, effectivement, mais je pense qu'on a un problème de temps. J'ai une question qui me tire le fil, en fait, c'est... je me reconnais complètement dans ce que vous dites depuis le début, bon, après de manière un petit peu
seul, hein, je veux dire, voilà, non éclairé, donc il y a des choses de bon sens effectivement qui apparaissent. Est-ce que la transparence, c'est une démarche positive? Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'on est totalement transparent. C'est cette idée que, d'ailleurs, si on était transparent, ça veut dire où est notre épaisseur? Donc, il y a une transparence. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce que, dans la mesure du possible, le plus possible, par rapport à ce que disait monsieur, exprimer mes intentions, c'est fondamental? Oui, parce que c'est la différence entre l'influence et la manipulation. Donc, si je peux exprimer mes intentions, c'est absolument central. Pour autant, un dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui a des coups d'avance. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui a des préoccupations que n'ont pas ses collaborateurs. Je vais vous faire part en 2 minutes, d'une toute petite expérience personnelle. Il se trouve que nous, on est 3 associés, donc on co-dirige complètement le cabinet. Donc, on a une équipe de 70 personnes, et on se rapproche tous de la soixantaine. Donc, on se pose la question de comment le cabinet va évidemment, quelle est sa pérennité. Et on a été transparent, on a échangé complètement, ouvertement, et on a provoqué un vent de panique. Alors, on l'a mal fait. On l'a mal fait. Hein, il faut le faire autrement. On a été maladroit. Mais juste, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que notre préoccupation qui doit être là, on la transmet, mais de quelle façon? Pas entièrement. La transparence, c'est pas décharger sur l'autre sa propre préoccupation. Donc ça, faire très attention à ça. Il y a 2 transparences. Il y a effectivement la partie stratégique, effectivement, mais il y a la partie émotionnelle aussi. Bien sûr, mais après, alors exprimer ses émotions, ça c'est absolument fondamental dans le système. Ça c'est absolument central. Vous êtes de mauvaise humeur, vous le dites. Hein. Franchement, les gars, j'ai passé une mauvaise nuit. Si vous pouvez m'éviter et que ça s'empire encore aujourd'hui, c'est super cool, quoi. Et je préfère dire, effectivement, je suis une mauvais poil. Et où je suis de super bonne humeur. C'est l'éclat total aujourd'hui. De toute façon, ça se voit très vite sur WhatsApp, parce qu'on communique en équipe sur WhatsApp. Mais au moins... Et je préfère aussi que quelqu'un me dise, je suis de mauvais poil, et au moins c'est dire, ah bon, on peut t'aider. Pas qu'est-ce qui se passe, parce que si ça se trouve, elle n'a pas envie, ou il n'a pas envie de raconter, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Au moins, on se met en position d'aide, quoi. Et puis, il a la liberté de prendre cette aide ou pas. Est-ce qu'il y a une dernière question? La dernière? Oui, allez-y, madame. Merci de me laisser poser la question. Vous avez dit, il y a des gens dans l'entreprise qu'on aime, il y a des gens qui ont supporté ça. Est-ce que vous avez des clés pour avancer quand même avec les gens qui ont supporté ça? Non, mais il y a 2 choses. D'une part, il y a un travail sur soi, à essayer de bien expliciter ce que je lui reconnais, évidemment, pourquoi je ne supporte pas et qu'est-ce que je lui reconnais de positif. Il y a un travail dans la relation avec l'autre, comment est-ce que je lui parle d'un certain nombre de choses. Et puis, il y a un exercice sur soi de pousser autour du positif. Mais tout ce que je vous dis là est limité. Il y a effectivement... Et après, il y a à contenir mes propres émotions négatives. Mais vous ne trompez pas, ils le savent. Hein. C'est comme quand Laurent dit, je leur dis quand je suis de mauvaise humeur, mais ils le savent. Hein. Les collaborateurs, à votre pas, à la façon dont vous dites bonjour, à la façon dont vous parlez à la porte, ils sont derrière à dire comment il est ce matin. Hein. Donc, parce que le langage non verbal nous trahit beaucoup plus que le langage verbal. Tout ça est totalement décodé, totalement ressenti sur un mode émotionnel. Mais il y a un travail sur soi à faire. Il y a un vrai travail sur soi à faire en se posant la question de qu'est-ce qu'il apporte au système, et de pousser ça, et de lui dire aussi sur quoi est-ce qu'on attend qu'il pousse la dimension positive lui aussi, etc. Il est 11h46, donc bravo pour la ponctualité. Merci Laurence, merci Eric pour vos éclairages, merci à chacun pour votre participation, pour vos témoignages, vos réactions. J'ai envie de vous demander juste au moment où on va prendre congé, pour se nourrir d'une autre manière, si vous avez un message pour la route ou quelque chose que vous avez envie de dire juste au moment où on va se quitter. Laurence et Eric. Moi j'ai juste une phrase que je disais
mon voisin tout à l'heure, c'est chercher la relation avant la décision. Voilà, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes collaborateurs. Chercher la relation avant la décision. Merci. Un tout dernier petit truc, ne cherchez jamais le coupable, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Cherchez ce qui a dysfonctionné dans le système et essayez de résoudre en fait ce qui dysfonctionne, et puis du coup on aplatit en fait toutes les sources d'erreurs qui frustrent et qui empêchent d'aimer correctement. Non, moi, ma conclusion c'est arrêtez de gérer, aimez-vous vous-même. Et commencer par là, et s'aimer soi-même, c'est à la fois, c'est pas être dans une espèce d'élan narcissique de pan, c'est mélanger une humilité, une progression et une dynamique positive. Et c'est vraiment ça, moi je vous invite vraiment d'abord à commencer par là. Et merci à nos animatrices en tout cas pour toute la préparation du débat. C'était très riche de préparer cela avec vous, et merci pour la qualité.